Bienvenue à toi dans ce second épisode du Flow de l'Histoire. Le Flow de l'Histoire, c'est le podcast culturel qui mêle histoire, société, environnement. Chaque thématique abordée sera découpée en deux parties, avec une première partie où je présenterai un personnage historique connu ou méconnu, avec un concept intemporel et inspirant qu'il a mis en place. Je t'expliquerai quels ont été les apports de ce concept. Dans un deuxième épisode, je ferai venir des invités qui nous expliqueront comment aujourd'hui on peut mettre en place ce concept dans notre vie de tous les jours. Le but, apprendre avec le passé comment construire aujourd'hui un futur durable. Voilà. Donc si tu es intéressé par ce podcast, si tu aimes mon podcast, je t'invite à rejoindre la communauté éco-responsable et en bonus à recevoir tes 3 informations positives chaque mercredi en t'inscrivant à mon infolette sur www.romainrivière.net/infolette, www.romainrivière.net/infolettre. Donc, petit rappel. La semaine dernière, je t'ai présenté la démocratie à travers le personnage de Clisthène, le père de la démocratie. Et bien, cette semaine, j'ai invité Octave Delpierre, membre de l'association Tous Élus, qui permet aux jeunes de participer à la vie politique. Cette fois-ci, nous allons parler de la démocratie aujourd'hui, comment la mettre en place dans notre monde pour construire le monde de demain. Donc, bonjour Octave, merci d'être présent. Voilà. Bonjour Romain, bonjour à tous. Oui. Est-ce que tu pourrais te présenter pour me dire qui tu es, où est-ce que tu vis, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Oui, très bien. Alors moi, je m'appelle Octave, j'ai 21 ans et j'habite à Lille, dans le Nord. Du coup, je viens de terminer une licence d'histoire à l'université de Lille, et dans le but d'intégrer le master de l'enseignement, pour faire prof d'histoire géo. Voilà. À côté de ça, j'ai différents engagements sur la métropole de Lille, notamment au sein du Conseil lillois de la jeunesse. Donc c'est un conseil de jeunes au sein du service démocratie participative de la mairie de Lille qui travaille sur différents projets, notamment dans la culture, sur l'environnement, sur la lutte contre les discriminations, voilà, entre autres, et également un engagement à l'association Tous Élus, dans laquelle je suis responsable de la communication et qui, sur le même principe de démocratie participative, tente de sensibiliser les jeunes et les pousser à la question politique, en fait, à les sensibiliser à la chose politique pour que derrière ils s'intéressent et ils puissent s'engager potentiellement sur une candidature ou en s'investissant, en s'engageant auprès d'un candidat. Donc voilà, c'est les 2 gros engagements qui me semblent intéressants de toute façon, et qui sont pour moi voilà, des très enrichissants depuis plusieurs mois, cette année en tout cas. Voilà. C'est hyper intéressant, Tous Élus, je connais très bien pour en avoir été membre et bénévole de l'association. Donc ça m'amène 2 questions pour toi, du coup. Qu'est-ce qu'est la démocratie et quel est le rapport aux jeunes, en fait, par rapport à la démocratie? Parce que tu parlais de Tous Élus qui permet aux jeunes de participer à la démocratie. Alors du coup, la démocratie, très largement, on a souvent l'habitude de la définir par un pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple, mais c'est plus que ça, c'est carrément un principe et une idéologie. Donc souvent on tend vers la démocratie, c'est un horizon vers lequel on veut aller, et qui pose en fait un fondement qui est l'égalité entre tous les citoyens, enfin une égalité idéologique, utopique, qui voudrait que n'importe qui pourrait réfléchir et donner son avis sur la société et sur les projets structurants qu'on voudrait y mener. Donc ça, c'est pour moi une définition de la démocratie, c'est vraiment l'égalité de chacun et l'égalité du pouvoir de réfléchir, vraiment, donc plus que simplement un pouvoir politique de décision. Et du coup, voilà, là-dedans s'intègre la question de la jeunesse, où derrière on a l'impression que voilà, pour être engagé à Tous Élus, c'est souvent parce que il manque de jeunes en politique, donc il manque de jeunes qui s'investissent dans la démocratie ou pour la démocratie, et c'est pourquoi je me suis engagé de toute façon au sein de Tous Élus, parce que derrière on a envie de plus de représentativité, plus de jeunes qui donnent leur avis et qui derrière proposent des choses concrètes pour l'avenir, directement, parce que souvent la jeunesse, ça implique l'avenir de toute façon. Donc voilà. La jeunesse, c'est le moteur de demain, comme on dit. Et tu parlais du principe d'égalité, il faut revenir un petit peu dessus. Est-ce qu'on parle beaucoup du principe d'égalité, mais qu'est-ce que tu penses aussi du principe d'équité dans cette thématique-là? Oui, alors c'est vrai que l'égalité, c'est un peu
l'égalité de chance, l'égalité de situation, on donne la même chance à chacun, alors que c'est vrai que derrière l'équité, ça renvoie plus à donner les possibilités à des gens qui seraient à des situations différentes, hein. Donc c'est vrai que souvent on parle d'égalité, alors qu'il faut plus défendre l'équité où chacun aurait les possibilités. Donc on donnerait plus ou moins de possibilités à des personnes pour atteindre un objectif ou pour donner leur avis. Je pense notamment à des formations sur la prise de parole, hein, notamment parce qu'il y a des personnes qui vont plus ou moins être à l'aise à l'oral. Donc voilà, ou des formations, ou la possibilité d'en apprendre davantage sur des institutions, notamment parce qu'on n'est pas tous aussi au même niveau. Donc c'est vrai que l'équité de toute façon est une valeur encore plus aujourd'hui, où on a l'impression que les inégalités se creusent. Donc voilà, c'est vrai que c'est important de le rappeler de toute façon, et encore plus dans une réflexion sur la démocratie, sur l'avenir de la démocratie. Ouais, clairement, moi je pense que c'est une valeur qui devrait être un petit peu plus mise en avant que ce qu'elle est aujourd'hui. Et tu parlais de la Mm. prise de parole. Qu'est-ce que tu penses du coup de la prise de parole aujourd'hui parce que je pense que c'est une valeur assez forte dans la démocratie par rapport à ce qui se faisait avant par le passé, comme j'en ai parlé la semaine dernière avec le Clisthène justement à Athènes. Alors oui, bien sûr, forcément la prise de parole. Enfin bon, sur la base de la démocratie, c'est quand même que les décisions soient prises par un groupe et pas par une personne, en opposition directe avec la dictature. Donc la prise de parole, c'est essentiel pour prendre la vie et être à l'écoute de chaque citoyen. Et c'est vrai que bon, dans un contexte particulier aujourd'hui, on a l'impression que les citoyens ne sont plus écoutés ou ne sont pas assez écoutés, et que même les personnes qui prennent la parole voilà, on n'est pas assez dans une démocratie qui fait participer les gens et qui les pousse à s'exprimer, à donner leur avis. Et on est davantage peut-être dans une démocratie du coup représentative, où on préfère donner son vote, donner sa voix à quelqu'un d'autre pour qu'il puisse prendre des décisions à notre place. Bon, c'est très caricatural, mais du coup la place de la prise de parole devrait aussi être mise en avant, et je pense dès le plus jeune âge, hein. C'est pour ça que dans les différents engagements que j'avais, on a travaillé sur les possibilités de conseil d'élèves des écoles primaires ou dès le collège, que l'apprentissage de la prise de parole et de la vie en collectivité, de la démocratie, hein, de la réflexion collective soit instauré dès l'enfance, pour que derrière pour que derrière les jeunes citoyens puissent être formés à cette prise de parole et à cette tous les outils de démocratie participative qui peuvent exister de toute façon. Voilà. Ça, c'est hyper intéressant. Est-ce que tu penses du coup il y a un manque aujourd'hui de ce côté-là sur la formation démocratique, sur la formation de la prise de parole et sur l'aspect en fait de la conscience collective, comme tu disais, dès le plus jeune âge, qui sont peut-être pas présents après et qu'il faudrait peut-être changer quelque chose de notre système? Oui, bah il y a un manque de toute façon quand on voit que l'abstention est plus importante chez les jeunes, hein, que dans les autres catégories d'âge. Ça montre aussi que les jeunes seraient désintéressés. Alors il y en a qui disent moi je comprends pas comment ça fonctionne, il y en a qui disent que de toute façon ça sert à rien de s'exprimer, et d'autres qui participent pour s'engager ou parce que c'est un peu un devoir citoyen aussi, hein, il y a cette conscience-là, mais ça reste très peu développé malheureusement, et sans doute parce que derrière dans l'éducation des enfants à l'école, il y a un manque de prise de conscience ou d'apprentissage sur ce principe de démocratie, sur les valeurs que ça induit. Voilà, on a tous en tête les cours d'éducation morale et civique, hein, qui seraient quasiment le seul moment où on pourrait parler de cette valeur démocratie, hein, et qui est ridiculement insuffisant de toute façon, hein. On en a bien conscience, et puis les jeunes avec qui j'ai pu discuter, avec qui on a pu réfléchir là-dessus, nous disent bien qu'il y a de toute façon un manque un manque de moyens financiers, humains, et pour des collectivités territoriales qui voudraient mettre en place par exemple un conseil de jeunes, et aussi pour les départements ou les régions ou même l'éducation nationale qui voudraient potentiellement mettre en place ça dans des établissements scolaires. Voilà. Donc il y a de toute façon des choses à construire, et énormément de volonté politique vers des investissements de cet ordre-là, je pense. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire, mais ça m'amène à ma question sur comment penses qu'on pourrait s'inspirer de ce qui se faisait avant. Justement, c'est un système on s'inspire souvent de Athènes, du système démocratique athénien, Oui, oui. qu'on dit que c'est le meilleur système démocratique qui existait. Comment aujourd'hui on pourrait mettre en place des actions? Quelles choses seraient à reprendre en fait pour qu'aujourd'hui ça fonctionne mieux la démocratie? Parce que, comme tu l'as dit, il y a un décalage entre ce qu'on voudrait de la démocratie et ce qui est possible aujourd'hui et comment ça fonctionne, quoi.
Oui, oui. Alors de toute façon, j'ai en tête différents exemples. On pourrait potentiellement sur un sujet précis ou sur une grande thématique essayer de mobiliser les gens par une sorte de réunion publique ou une assemblée publique où on invite les personnes à venir dans un premier temps s'imprégner d'un sujet et ensuite potentiellement leur faire un appel à candidature pour proposer aux gens de créer un collège de personnes qui viendraient réfléchir, un collège de citoyens ou un collège d'élèves si on reste sur les jeunes dans les établissements scolaires ou dans une ville, c'est pour réfléchir à un sujet, un projet structurant, à faire un appel de candidature. Et si personne ne se propose, ou si c'est un peu toujours les mêmes aussi, c'est la grande difficulté en démocratie, c'est que c'est toujours un peu les mêmes qui s'engagent aussi. Et on le voit encore plus quand on s'engage dans le monde associatif. C'est pourquoi pas proposer un tirage au sort. Ça s'est déjà vu dans certaines villes sur des décisions, sur des projets. On va demander, on va leur tirer. Vous avez été tiré au sort à partir de, par exemple, de listes électorales, et voilà, ça se fait dans certaines villes. J'ai notamment en tête la ville de Kingersheim en Alsace, où en fait depuis une vingtaine d'années, le maire propose des sessions, des séquences démocratiques comme il appelle ça. Et il utilise le tirage au sort pour créer pour ce collège de citoyens qui va réfléchir sur une thématique. Voilà, ça peut se faire dans un établissement scolaire pour élire les représentants d'élèves par exemple. Voilà, c'est après bien sûr le tirage au sort s'accompagne d'une formation, d'un accompagnement à la pratique démocratique. On n'est pas tous et loin de là formés à cette pratique, à ces outils, notamment à l'intelligence collective, à l'écoute, à la prise de parole. Donc voilà, c'est vrai que le tirage au sort est souvent un exemple qu'on reprend de la démocratie kenyane notamment, pour être mis en place dans différents processus. Voilà. Après, ça, c'est souvent critiqué sur le fait de, voilà, on a l'impression du coup de donner une décision un peu au hasard, ou en tout cas de tirer ça au hasard. Mais voilà, c'est parce que derrière les mises en place sont un peu, je pense, pas assez approfondie aussi. C'est la question de l'accompagnement et de la formation est aussi importante que le processus qu'on veut mettre en place. Si les gens qu'on invite à réfléchir sur un sujet ne sont pas formés ou ne sont pas sensibilisés à la question, voilà, c'est vrai que ce sera toujours difficile. Mais ça reste possible à mon avis. Voilà. Mais c'est hyper intéressant parce que moi, à mon sens, ça permet de faire deux choses. Ça permet à la fois d'intéresser les gens quand tu fais le tirage au sort, parce que tout le monde peut avoir la chance d'avoir. Et il y a cette défiance qu'on a aujourd'hui de la classe politique qui serait supprimée justement parce que tout le monde aurait la chance de participer à la vie politique. Et je sais pas si tu connais, il y a deux exemples qui me viennent en tête. Il y a l'exemple forcément des 150 citoyens qui ont été tirés au sort. Je sais pas Oui. ce que tu en penses. Et à la fois l'exemple en Suisse en fait, où ils font des assemblées un petit peu comme l'Agora qu'il y avait à Athènes et Ecclesia, où ils prennent des décisions tous ensemble en fait à 5000 ou 10 000 personnes sur un petit peu le même modèle qui se faisait en Antiquité. Donc je sais pas si tu as entendu aussi de se parler de ce modèle. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses que c'est des modèles à répliquer, qu'on pourrait répliquer? Est-ce qu'on pourrait les répliquer en France par exemple? Sur l'exemple de la Convention citoyenne pour le climat, c'est vrai que c'est tout nouveau. C'est vraiment un nouveau système de faire la démocratie et de faire l'intelligence collective aussi. Ça a très bien fonctionné. On avait rencontré plusieurs fois des personnes qui avaient participé, qui avaient été sélectionnées, notamment une jeune de 17 ans qui venait de Dunkerque qu'on avait rencontrée. Et c'est vrai, c'est un outil de démocratie, le tirage au sort, de sélectionner. Ça a été difficile pour eux parce qu'il me semble qu'ils avaient tiré au sort, je sais plus combien c'était, 200 000 ou 300 000 personnes, et qu'ils ont et par le biais d'appels téléphoniques, ils avaient sélectionné vraiment les 150 personnes qui étaient volontaires pour y participer. Donc ça a pris du temps, énormément de temps pour sélectionner ce collège de 150 personnes. Et c'est vrai que ça leur a donné une certaine légitimité, parce que ces 150 personnes venaient d'un peu partout là en France, et étaient d'âges différents, de catégories sociales professionnelles différentes aussi. Donc voilà, il y avait une vraie représentativité de la société, urgente et d'importance majeure. Donc voilà, c'est vrai que ça pourrait être reproduit. On a des appels à conventions citoyennes un peu sur différents sujets, sur l'éducation nationale notamment. Une convention citoyenne sur l'éducation, ça pourrait être intéressant. Donc ça, c'est vrai que le tirage au sort est possible. Ça prend du temps. Donc là, parce qu'ils ont été sélectionnés, ça a un an à sortir les différentes propositions. Donc la démocratie, ça prend du temps aussi.
Et c'est vrai si on peut reprendre l'exemple de la Suisse, c'est vrai que ça peut marcher aussi de toute façon sur différents sujets précis. Et j'ai envie de rebondir directement là-dessus parce que la démocratie, ça c'est un principe du coup qui vers lequel il faut tendre aussi, mais ça questionne un peu la faisabilité de la démocratie, la viabilité de la démocratie aussi, dans sa mise en pratique, comment mettre en place un système démocratique pour 70 millions de personnes. Voilà, parce que la Convention citoyenne pour le climat, ça démocratie à 150 personnes. Voilà, donc ça prouve dans le même temps que la démocratie c'est possible, mais à une échelle très très petite, sur un groupe très petit aussi. Comment le mettre en place sur une société de plusieurs millions d'habitants. Voilà, toutes ces questions-là, c'est aussi, à mon avis, important. Et ça pose, voilà, du coup, la démocratie, est-ce que c'est possible dans plusieurs millions d'habitants Voilà, bon, c'est des questions très très larges auxquelles il faut trouver des réponses aussi, ou simplement y réfléchir. Et c'est vrai que ça revient directement. La démocratie athénienne, ça fonctionnait parce que c'était aussi une cité-État. On était sur des régions, sur des lieux aussi assez restreints aussi. C'était pas tout un royaume, tout un pays à diriger aussi. Et c'est pour ça d'ailleurs que ça a très bien marché. La Suisse, c'est un peu le même principe aussi. Ça reste un État relativement petit aussi. Et donc voilà, je pense que la démocratie, ça peut marcher à une échelle doute, mais l'ingénierie, les outils qu'on va mettre en place pourraient tout à fait être agrandis à une échelle nationale, à une échelle plus importante. Voilà. Ouais, aujourd'hui, c'est intéressant parce que effectivement, la topographie était différente, la population était différente. On était sur des échelles qui n'étaient pas du tout les mêmes. Là, on parle vraiment d'échelle. Mais je me demandais, aujourd'hui, on a la technologie qui est présente. On voit différentes innovations qui permettent, par exemple, le vote électronique, qui permettrait, ou les meetings, où on a vu avec le confinement, par exemple, on arrivait à se réunir à plusieurs centaines sur une conversation, à réunir les personnes. Est-ce qu'il y aurait pas des moyens, enfin, comment ça serait possible, à ton avis, de mettre en place un système un petit peu plus démocratique? Parce que, comme tu dis, il y a des failles aujourd'hui, et on n'arrive pas à avoir une échelle qui permette à toute la population de participer. Est-ce que ça serait possible, à ton avis, dans un futur proche ou plus éloigné? Bah l'utilisation du numérique, ça pourrait être une des solutions à apporter dans un processus démocratique à grande échelle. Oui, je pense que c'est possible. À voir comment ça peut être mis en place. Bon, on a différents exemples qui se sont arrivés avec notamment la question du grand débat national qu'a lancé Emmanuel Macron il y a de ça 2 ans. Ça a plus ou moins bien marché. D'autres diront que ça n'a pas du tout marché parce que derrière il y a peut-être pas forcément une volonté politique assez importante. Donc voilà. Après, à voir comment ça peut être mis en place. La question du vote démocratique, ça pose toujours aussi le souci du trucage, de la triche au niveau électoral. Donc bon, c'est vrai que le numérique a ses failles aussi, mais est tout à fait possible de le mettre en valeur sur un référendum, à la limite sur un processus démocratique où on enverrait du coup toutes les documentations par internet aux personnes, aux différents citoyens un peu partout sur un territoire, notamment sur la France. Donc bon, ça peut tout à fait être mis en place pour faire participer, pour mettre en lien un peu les gens d'un territoire à un autre. C'est à mon avis aussi quelque chose à utiliser. Je pense qu'aussi il y a la question aussi, tu parlais des volontés. Je pense qu'il y a des volontés en fait des personnes aussi de réussir à réintéresser la population à la chose publique, à la politique et à la démocratie. Remettre un petit peu d'importance là, je sais pas ton avis là-dessus. Moi, je pense que c'est un petit peu quelque chose qui manque aujourd'hui. Et du coup, ça amène à la question, qu'est-ce que tu penses qu'il faudrait pour améliorer, quels sont les principaux axes pour améliorer l'aspect démocratique aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il faudrait faire demain pour que la démocratie soit de nouveau possible? C'est une question large, très très dure à répondre, à laquelle une réponse claire et simple est difficile à apporter aussi. Mais voilà, typiquement, je pense que la démocratie doit revenir, en tout cas à l'échelle locale. On a vu avec les élections municipales le nombre de collectifs citoyens qui s'étaient créés et qui a été élu en plus de ça, et dans des villes importantes aussi, comme à Lyon ou dans d'autres grandes villes aussi, où c'est des processus démocratiques, des collectifs citoyens qui se sont formés. Il y avait notamment celui de Toulouse aussi qui a essayé d'arriver à la tête de la municipalité. Donc il y a une volonté de remettre la démocratie au cœur de la ville, au cœur d'un territoire,
plus que réellement sur une échelle nationale ou sur une échelle européenne notamment. Donc bon, s'il fallait ressortir des axes de ces municipales, il y a souvent la création de maisons citoyennes, maisons citoyenneté, un lieu physique, un lieu propre où pourraient se réunir les citoyens d'un même territoire. C'est déjà, à mon avis, un axe fort, un endroit où on pourrait venir apprendre la démocratie, vraiment un lieu dédié à la pratique démocratique et dans lequel on intégrerait des apprentissages. On pourrait faire venir des élèves, des enfants de tout âge aussi pour venir pratiquer cette démocratie. Donc voilà. Après, il y a différents conseils de jeunes aussi, hein, au niveau local ou régional ou départemental qui se sont créés aussi pour essayer de donner la parole notamment à la jeunesse et derrière les intéresser à la citoyenneté, à la question démocratique, à la question politique. Donc tout ça, c'est des idées à garder de toute façon et toujours derrière, au niveau national, au niveau de l'État, parce que c'est quand même l'État qui derrière finance les collectivités territoriales ou les établissements scolaires, toujours essayer de donner davantage de moyens humains et physiques, humains et financiers, pardon. Oui, parce que c'est la même chose, humain et financier, pour mettre en place ces nouvelles pratiques. Et derrière potentiellement donner la parole à plus de monde en fait, c'est ça aussi, hein. Les maisons citoyennes, c'est pas simplement un lieu où le maire invite ses citoyens, non, c'est vraiment les citoyens qui peuvent se l'approprier, demander des consultations, lancer des pétitions sur des sujets, sur des projets structurants pour la ville aussi, voilà. Et c'est vrai que du coup la démocratie, on a l'impression que ça devrait partir de la base de la commune en fait, du peuple directement et moins par une élection présidentielle entre autres ou une grosse élection régionale ou européenne derrière. Voilà, c'est vrai que ça derrière il y a un peu cette volonté de ça renvoie aux lois de décentralisation des années 80, c'est marrant, mais on a toujours envie de plus de décentralisation et encore plus aujourd'hui où il y a une certaine défiance, hein. On ne croit plus en la politique nationale, mais on a envie de croire encore un peu en la politique locale, en son maire, en son président de région, différemment. Voilà, c'est vrai que c'est l'importance de la localité, de la démocratie, à mon avis, à son importance. Voilà. Je pense que là, tu as mis l'accent sur des points essentiels. Je pense que la décentralisation est essentielle et l'aspect local parce qu'il y a un côté, la proximité qui se crée avec, par exemple, un maire ou une communauté locale où là, on est vraiment plus proche des actions, on voit concrètement ce qui se passe. Et je pense que c'est un bon point de départ pour aussi réintéresser les personnes à la démocratie, aux principes démocratiques, parce qu'ils voient directement les apports que ça a sur leur vie, justement, avec l'évolution de leur ville et de leur ville, de leur commune et puis de leur région. Tout simplement, je pense que c'est hyper intéressant. Et du coup, tu partageais quelques initiatives, tu as parlé de Tous élus tout à l'heure, est-ce que tu aurais d'autres initiatives? Et puis tu peux nous parler un petit peu plus de Tous élus, d'autres initiatives citoyennes justement qui permettraient à cette démocratie d'être plus présente et plus représentative? Oui, alors des initiatives, il en existe pas mal, hein. La majorité sont lancées malheureusement par des associations en fait, hein, parce que la fonction, enfin que ce soit l'éducation nationale ou les collectivités territoriales, malheureusement, n'ont pas assez de moyens pour lancer des processus démocratiques. Du coup, c'est souvent des associations. Alors, je pense à AnimaFac, qui travaille beaucoup avec des jeunes citoyens, des étudiants, qui essayent de faire vivre la démocratie au sein des universités et derrière, en lançant des processus sur notamment l'engagement des jeunes citoyens. Hein, j'ai pu y participer. C'était Démocratie en action. Hein, c'était le nom du projet qui avait été lancé en 2019. Qui derrière voulait réunir différents jeunes de toute la France pour réfléchir à l'engagement citoyen des jeunes et notamment des propositions qui ont été remises au secrétaire d'État chargé à la jeunesse, hein, chargé à la vie lycéenne en tout cas, qui était présent à la restitution. Voilà, avec des labos thématiques, un jury citoyen de jeunes et puis du coup derrière une journée de réflexion sur ces propositions finales qui avaient été remises. Donc voilà, ça c'était des idées, des initiatives qui se sont faites. Après, sinon au niveau européen et au niveau national, il y a le CNAGEP qui lance, c'est le Centre national de jeunesse et d'éducation populaire, qui a lancé aussi, qui lance depuis plusieurs années des dialogues structurés à travers toute la France aussi, pour essayer de et faire réfléchir sur différentes thématiques, hein, très larges, qui avaient été énoncées par l'Union européenne il y a de ça 3 ans, il me semble, ou 2016, non, c'était peut-être 2016,
la directive européenne sur la démocratie, avec jeunesse et ruralité, ou jeunesse et emploi, jeunesse et éducation. Voilà, il y a différents liens, différents rapports avec la jeunesse. Donc c'est des processus qui existent encore aujourd'hui et que j'invite les gens à aller regarder. Et pour finir, du coup, tous élus qui, depuis 2 ans maintenant, travaillent à sensibiliser, à former les jeunes à la question politique, hein, et là directement avec les municipales, c'est comment plus de 3000 personnes qui avaient participé aux formations proposées par l'association, et derrière c'était un peu moins de 200 personnes qui s'étaient portées candidates, il me semble, et au final c'est 60 jeunes qui étaient inscrits candidats sur des listes et qui ont été élus conseillers municipaux. C'est énorme ça. Voilà, donc c'est quand même c'est quand même génial d'en finir là-dessus, de faire un beau bilan de cette campagne de formation, et ça montre aussi que c'est possible de toute façon, avec un minimum d'accompagnement de la part d'une association, c'est tout à fait possible de se former et de se porter candidat. Donc voilà, et derrière il y a toute la légitimité et aussi toute l'importance d'avoir une parole jeune au sein d'un conseil municipal, quel qu'il soit, j'allais dire. Mais c'est hyper intéressant, ça prouve qu'en fait que quand tu fais les choses bien, bah, tu as des résultats derrière, et que justement la jeunesse est hyper importante, parce que comme on dit, c'est l'avenir, c'est eux qui vont incarner la démocratie de demain. Et du coup, ça m'amène à ma question, comment tu vois la démocratie demain? Est-ce qu'elle a un avenir? Comment tu vois le futur des processus démocratiques? Ouais, c'est aussi une question difficile aussi de toute façon, essayer de prévoir l'avenir de la démocratie. Bon, si on dresse un peu un tableau aujourd'hui, on voit énormément de mouvements un peu antidémocratiques malheureusement, avec un scepticisme face à la démocratie, hein, avec une hausse de l'abstention, une défiance envers le politique aussi. Donc ça ne dessine pas un très bel avenir pour la démocratie. Mais pourtant, voilà, on voit que, comme on l'a dit aux dernières élections, de nombreux listes citoyennes se sont formées aussi. Donc il y aura toujours des citoyens pour s'engager, hein, jeunes ou moins jeunes aussi, hein, de toute façon, pour porter une parole. Et ça, c'est aussi important. Donc je pense que la démocratie, de toute façon, a encore un avenir, a encore le plus bel. Il y a beaucoup de choses à construire, et on voit qu'on est arrivé un peu à un tournant voilà, on est arrivé au bout d'un système pseudo-démocratique, hein, on pourra dire, qui est la démocratie représentative, et de plus en plus de citoyens derrière appellent à plus de participation citoyenne, hein, à essayer de donner davantage la parole aux citoyens directement, à voir comment on peut le mettre en pratique. Ça tâtonne un petit peu, notamment avec la Convention citoyenne pour le climat. Ce sera des processus, à mon avis, qui vont revenir et qui sont déjà repris, qui existent déjà depuis plusieurs années, pardon, dans d'autres pays et dans d'autres villes, hein. En Islande, ça existe déjà aussi. Là récemment aussi, à Barcelone, ils essayent aussi depuis plusieurs années de mettre en place des processus démocratiques. Voilà, donc ça existe à différentes échelles, et du coup, voilà, l'avenir de la démocratie, à mon avis, c'est l'échelle locale, hein, on l'a dit tout à l'heure. Ouais. C'est vraiment au sein d'une collectivité de communes, voilà, sur un territoire restreint, où les possibilités de démocratie sont plus importantes, à mon avis, qu'à une échelle locale, qu'à une échelle nationale, pardon. C'est difficile, avec notamment beaucoup de responsabilités de la part des candidats. Du coup, voilà, on est dans un système en France en tout cas, où on donne énormément de responsabilités et d'importance à un seul candidat pour une élection présidentielle, pour une élection régionale, ou encore aujourd'hui pour une élection municipale, hein, de toute façon. Et voilà, donc c'est un système sans doute qui est à changer, où il faut un peu rebattre les cartes et écrire de nouveaux modes de fonctionnement, hein, où on pourrait intégrer plus de participation, plus de proportionnel par exemple, ou voilà, plus de tirage au sort, hein, c'est tout à fait possible à mon avis, et c'est nécessaire de le reconstruire. C'est un peu déconstruire la démocratie pour mieux la reconstruire ensuite, et voilà. Mais l'avenir de toute façon de la démocratie est sans doute meilleur qu'aujourd'hui, quand on sait que on est un peu en déperdition de processus démocratiques. Bon, donc c'est un pessimisme qui de toute façon n'invite qu'à y réfléchir et qu'à améliorer les choses. Donc voilà, je reste optimiste de toute façon, et je continuerai personnellement à m'engager dans tous les processus démocratiques qu'il y aura sur mon territoire et aussi au niveau national, et ce sera à mon avis tout à fait intéressant.
C'est ça qu'il faut, je pense, c'est garder justement la motivation, l'optimisme pour changer les choses. Et puis, comme on dit, c'est la méthode des petits pas. On fait un pas en avant et puis après, on construit une chose et à la fin, on construit les fondations, puis des murs, puis le toit. Et à la fin, on a une belle maison démocratique. Je pense que c'est des choses à faire, mettre en avant des solutions, lancer des initiatives et elles vont porter des fruits. On l'a vu avec tous élus, tu nous en parlais justement que ça. Il y a des personnes qui ont réussi à être élues grâce à ça, des jeunes qui ont réussi à s'impliquer. Donc ça, c'est magnifique quand on voit, comme tu dis, l'abstention des jeunes. Donc merci à toi pour ta participation, c'était vraiment hyper intéressant ce processus démocratique. Je vais passer aux questions un petit peu plus personnelles sur toi pour nous en savoir un petit peu plus sur ce que tu aimes en fait. Ouais, voilà. Pas de souci. Je vais te demander d'abord, est-ce que tu as une citation qui t'inspire, une citation qui t'a marqué, qui t'évoque quelque chose à partager? Oui, je voyais ça l'autre jour, une citation que je trouve très intéressante qui disait que le courage, c'est d'aller à l'idéal et de comprendre le réel. Donc voilà, c'est toujours un peu les deux entre idéal et réel. Le courage, c'est d'aller à l'idéal et de comprendre le réel. Ça veut dire qu'il faut tendre toujours vers son idéal et vers son rêve, tout en restant dire les pieds sur terre et dans le réel, pour éviter d'être trop utopiste ou d'être caricaturé comme utopiste aussi. Donc voilà, c'est à mon avis une citation qui mérite d'être mise en valeur et c'est vrai qu'en fait elle se retrouve, c'est là que je l'ai vu, elle se retrouve sur le mur à l'intérieur de la maison de la citoyenneté du village de Kingersheim. Le fameux village d'Alsace qui tente de mettre en pratique la démocratie. Donc en fait ils ont inscrit ça sur le mur de la maison de la citoyenneté. Voilà donc toujours aller vers l'idéal tout en comprenant, en tentant de comprendre le réel. Je trouvais intéressant de la reprendre. C'est hyper intéressant, ouais, ça permet de garder un petit peu les pieds sur terre tout en avançant dans ses croyances et dans ses volontés pour créer les choses en fait tout simplement. C'est hyper intéressant. Je la connaissais pas celle-là. Merci pour ce partage. Est-ce que du coup maintenant tu aurais une lecture, un podcast ou même les deux à partager? Ouais. Alors de toute façon, depuis plusieurs années, j'invite les gens à aller regarder la chaîne DataGull sur YouTube. C'est très bonne chaîne. C'est un programme, très bonne chaîne. Je connais qui reprend différents sujets et en 2018 ils ont du coup lancé leur documentaire, leur film sur la démocratie qui s'appelle Démocratie S entre parenthèses, avec différents processus, différentes manières de faire la démocratie. Ils sont allés chercher des exemples un peu partout en Europe et en France de personnes qui mettent en pratique la démocratie. Donc ça m'a beaucoup inspiré de le regarder de toute façon et je pense que c'est quelque chose à partager au plus grand nombre parce que ça donne énormément d'espoir aussi sur ce qu'on peut faire à différentes échelles toujours et de toute façon voilà c'est des bons exemples qui sont repris. Après différent, mais ça reprend sur les mêmes thématiques. C'était sur les questions de propagande et de marketing politique. Ça m'intéresse aussi beaucoup. C'était un documentaire d'Arte sur la fabrique du consentement. En fait, c'était Propaganda d'un reportage d'Arte qui malheureusement, je crois, n'est plus en accès libre parce que Arte souvent les met en accès un certain temps et puis après les retire de la chaîne YouTube. Enfin bon, c'est toujours un peu intéressant d'aller chercher là-dessus. Et en fait, il s'inspire, ça renvoie directement sur un livre qui s'appelle Propaganda ou comment mettre l'opinion en démocratie. C'est un livre d'Edouard Bernays. En fait, ils reviennent sur tout ce parcours-là. Un gars qui a inventé un peu la communication politique et derrière comment essayer de manipuler l'opinion en démocratie. Il donne des exemples phares comme comment développer le tabac aux États-Unis. En fait, ce gars-là, il a dans les années 20 fait de la pub sur l'émancipation des femmes par la cigarette. Ça faisait un peu les torches de la liberté où les femmes se mettaient à fumer et voilà, ça a fait exploser les ventes de paquets de cigarettes. Voilà, c'est vraiment comment manipuler l'opinion. J'ai vu ça, ouais, très intéressant. Et voilà. Après une lecture aussi que je trouvais intéressant. Et ça, c'est un peu grâce au professeur d'histoire que j'ai rencontré pendant mon cursus en licence, qui m'a envoyé sur le livre de Robert Michels sur les partis politiques. Donc les partis politiques de Robert Michels, c'est un classique de ce sociologue allemand, un livre qui est sorti avant la Première Guerre mondiale, mais qui fait toujours un peu date aujourd'hui, parce qu'il essaye de décrire un petit peu. Il propose une analyse du coup
du fonctionnement des partis politiques qui, même les plus démocratiques possibles, se retrouvent toujours un petit peu favorisent toujours un petit peu l'oligarchie, parce que c'est vrai, c'est les privilégiés de ce parti politique ou d'un certain nombre de partis politiques qui se retrouvent au pouvoir. Et voilà, donc ça dénonce un petit peu le fonctionnement du parti politique aujourd'hui qui on l'a vu de toute façon perd en intérêt, hein. On voit de plus en plus les mouvements citoyens plutôt que les partis politiques, hein. On dénonce un petit peu les partis politiques aujourd'hui. Voilà, donc c'est un livre que je trouve intéressant et voilà, il tente aussi de répondre à une question sur la viabilité de la démocratie. C'est lui notamment qui théorise le fait que le fonctionnement démocratique, ça reste possible dans sa définition la plus stricte, hein, de prendre l'avis de chacun et de le mettre en compte de le prendre en compte dans une politique, hein. Donc ça marche bien dans un groupe restreint de 10-15 personnes, voilà, mais au-delà de ce nombre-là, ça devient plus difficile de prendre l'avis de chacun. Donc il faut passer par des élections de chefs de groupe ou de directeurs ou de porte-parole, et du coup on sort du principe démocratique d'égalité et d'équité des situations, parce qu'il va devoir passer par une élection. Voilà, donc c'était derrière aussi un peu de philosophie politique, hein, mais voilà, il a étudié cette question-là. Et je trouvais intéressant de le noter, de le proposer aussi. Voilà, bon, je précise de toute façon, Robert Michel est aussi fortement critiqué, parce que après ces théories sociologiques sur la démocratie, sur la philosophie politique, après la Première Guerre mondiale, elle va être traumatisée. Voilà, et il va rejoindre les théories fascistes en Italie. Donc bon, c'est fortement remis en cause. Mais voilà, ça reste, à mon avis, un des classiques aussi qui peuvent être intéressants à lire sur la viabilité de la démocratie et sur le fonctionnement des partis politiques. Donc voilà. C'est intéressant, Bon. Je connaissais pas cet ouvrage, ni Tata, je connais très très bien, mais je connaissais pas ils avaient fait un documentaire spécialisé sur la démocratie. Ouais. J'avais vu plusieurs petites vidéos, donc c'est hyper intéressant. C'est une très très bonne chaîne que je recommande d'ailleurs, au passage. Est-ce que du coup maintenant tu aurais un petit conseil à donner à ceux qui nous écoutent justement pour la démocratie? Ouais, bah pour la démocratie, de toute façon, le seul conseil qu'on peut donner, c'est d'essayer de s'intéresser dans un premier temps au fonctionnement de ce qui se passe autour de nous, hein, soit aux élections, mais aussi aux différents projets, aux différents programmes qui sont lancés, qui sont votés dans un premier temps, et puis après potentiellement y développer du coup avoir un avis à donner. Et cet avis, c'est de le porter lors d'une élection, dans une association, lors d'une réunion publique. Voilà, essayer de donner son avis, de le construire et de pas avoir peur de donner son avis aussi, hein. C'est ça la démocratie, c'est de prendre la parole. Et aussi un conseil que j'aurais à donner, c'est toujours prendre le temps. Le temps de la démocratie est important de toute façon. On fait pas la démocratie en quelques heures, en quelques jours. C'est sur un temps long de toujours, hein, de toute façon. Hein. Pour reprendre le maire de Kingersheim là-bas en Allemagne, ça fait plus de 20 ans qu'il essaye de mettre en place des choses dans sa ville, et encore aujourd'hui, il n'arrive pas à mobiliser plus de la moitié de ses habitants. Donc voilà, c'est qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Ça prendra du temps, et c'est aussi pour ça que plus on est jeune à s'engager, mieux ce sera aussi, parce qu'on prendra toujours plus de temps pour mettre en place son idée, son rêve ou son idéal, voilà, en tout cas. Parfait, merci à toi. Est-ce que du coup, pour terminer cet échange, est-ce que tu as une dernière chose à ajouter? Eh bien, une dernière chose à ajouter, non. Je pense qu'on a dit beaucoup de choses. C'était très intense et très très bien comme discussion de toute façon. Un sujet qui mérite d'être débattu encore et encore. Voilà, parce qu'il faut pas hésiter à déconstruire, reconstruire, reconstruire l'idéal que chacun a de la démocratie, parce que c'est aussi ça le fait de la réflexion sur la démocratie. Ça commence par un processus démocratique où on écoute, on prend le temps d'écouter l'avis de chacun sur comment on peut le mettre en place, et voilà, je pense que c'est de toute façon quelque chose qui continuera, hein, et on en aura toujours besoin de gens pour réfléchir sur la démocratie et ensuite le mettre en place. Voilà. Je pense que t'as tout résumé. C'est le but de la démocratie, c'est l'échange, le partage, la discussion. Donc c'est quelque chose qui invite à la discussion tout simplement, et puis à avancer. C'est comme ça que la démocratie fonctionne et qu'elle fonctionnera toujours. Donc merci à toi Octave pour cet échange qui était vraiment, comme tu l'as dit, hyper intéressant. Du coup, merci à toi. Oui, très bien. Merci beaucoup, et merci Romain. Oui. Merci à tous, merci de nous avoir suivis. Je vous invite à consulter en commentaire tous les liens qui seront mis. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il t'a plu, et si tu veux être tenu
au courant de la sortie de chacun des épisodes qui vont sortir, je t'invite à rejoindre la communauté éco-responsable et à recevoir ta dose de positivité chaque mercredi. Donc pour le faire, je t'invite à aller sur www.romainrivière.net/infolettre. www.romainrivière.net/infolettre. Et si en plus tu veux m'aider à diffuser ce podcast, je t'invite à le partager à une personne. Et tu peux aussi lui mettre la note de 5 étoiles sur ton application de podcast préférée ou à y laisser un commentaire. Moi je te dis à la semaine prochaine sur le flot de l'histoire.